Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Je représente Frédéric Saint-Patron, je travaille pour le PICOA. PICOA est la firme qui a été mandatée par la Ville de Boisbriand pour réaliser une démarche de participation qui concerne l'avenir de la maison à Abraham-du-Bois, maison publicité patrimoniale. Avant de débuter la présentation pour ce soir, je vais laisser la parole un mot de bienvenue par Patrick Gingras, chef de division de l'inspection du service de l'urbanisme de la Ville de Boisbriand. Donc, merci tout le monde d'être là. C'est très apprécié de voir la salle comme ça, bien remplie. Donc, pour faire présentation, au niveau de toute l'équipe municipale, on a la mairesse Mme Christine Baudette qui est présente ce soir. Là, oui, OK, c'est ça. Bonjour. Vous avez l'équipe de conseillers aussi, là, je les ai pris en note ici, je ne les ai pas tous vus, mais il y a M. Daniel Kayser, Maud Whitten, Mme Camille Jolicoeur, Mme Laurie Doucet, M. Jean-François Eck, M. Jonathan Thibault et Mme Karine Laramé. Donc, merci à tous d'être là. Aussi, au niveau de l'organisation municipale, on a mes coéquipiers. Il y a M. Henri-Jean Filion, directeur du service de l'urbanisme, qui est présent. Il y a aussi ma collègue Mme Amélie Roy, chef de division planification et projet du service d'urbanisme. Puis aussi au niveau du service des communications, Mme Elissa Mimo. Je l'ai bien prononcé. Hein? Donc, conseillère en communication et en participation citoyenne, et Bianca Desrosiers, directrice du service des communications et des relations avec les citoyens. Donc, on est toute l'équipe ici présente ce soir afin de vous entendre. En fait, il va y avoir une présentation. Par la suite, il va y avoir des activités. Puis, en fait, ces activités-là, ils vont pouvoir vous permettre de connaître vos aspirations, vos préoccupations, puis aussi vos idées là, par rapport à l'avenir de ce bâtiment-là. Donc, on est très content de vous voir ce soir. Merci. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Donc, pour la présentation de ce soir, c'est un menu assez chargé. On a plusieurs présentations d'experts qui sont avec nous ce soir. Donc, attendez-vous à recevoir beaucoup d'informations avant de tomber dans l'activité. Donc, le déroulement de la soirée, on va commencer avec une rapide mise en contexte de la maison Abraham-du-Bois, mise en contexte aussi de la démarche de participation. Puis ensuite, je vais laisser la parole aux différents experts qui sont avec nous ce soir dans différents domaines, donc archéologie, architecture, ingénierie. Puis suite à ça, on va avoir une période de questions de 20 minutes. Donc, vous allez avoir la possibilité de poser des questions de précision par rapport aux présentations des experts. Puis ensuite, suite à ces 20 minutes-là, on va tomber en table de discussion. Donc, sur les tables de discussion, il va y avoir un animateur à vos tables qui va prendre note de ce que vous avez à dire par rapport à l'avenir de la maison Abraham-du-Bois. Donc, mise en contexte, comme vous le savez tous, la maison Abraham-du-Bois est située sur le chemin de la Grande-Côte, plus précisément au 331. On est dans un secteur qui est assez central, on se trouve plus proche des terrasses Boisbriand. Terrasses Boisbriand est un secteur qui est voué à se transformer, qui est voué à devenir une centralité mixte. On est aussi à proximité d'un pôle culturel, donc composé à la fois du Petit Théâtre du Nord, de l'école Le Sentier. Donc, c'est un endroit qui est central, qui est stratégique, qui se trouve au milieu d'un milieu de vie présent, mais aussi un milieu de vie qui est voué à se transformer. Petit rappel des événements qui nous mènent à la démarche de consultation aujourd'hui. C'est en 2017 que le bâtiment de la maison Abraham-du-Bois est cédé à la ville de Boisbriand. Puis l'année suivante, il y a eu un important incendie qui l'a endommagé, qui a causé une dégradation progressive du bâtiment. Suite à ça, en 2019, il y a aussi eu une construction résidentielle au pourtour de la maison. Et la même année, la Ville a réalisé une première démarche de participation, démarche de consultation qui portait sur l'avenir de la maison Abraham-du-Bois. Suite à cette première démarche-là, il n'y a pas de direction claire qui en est ressortie. Donc, la Ville n'a pas pris de décision par rapport à la maison. Et ça nous envoie là, en janvier 2024, où la Ville a octroyé un second mandat au Picbois pour réaliser une démarche de participation, démarche qui allait combiner des études d'experts et les activités de consultation qu'on a comme ce soir.
Les objectifs de ce mandat-là, c'est d'une part d'approfondir la connaissance qu'on a sur l'état actuel du bâtiment pour pouvoir prendre une décision qui est éclairée sur son avenir. Puis ensuite, sur la base de ces nouvelles connaissances-là, de discuter de l'avenir du bâtiment avec vous. Cette démarche-là, elle se décline en 3 volets. Le premier volet, ça a été premièrement de réaliser les études. Donc, les différents experts ont réalisé des études et ont préparé une présentation qu'ils vont vous présenter ce soir. Deuxième volet, c'est celui de la consultation de la population. Il y a 2 moyens qui ont été utilisés pour consulter la population. Premièrement, il y a un questionnaire en ligne qui était rendu disponible sur la plateforme On Jase, puis l'activité de ce soir. Finalement, le 3e volet, bien, ça va être de consigner tous ces résultats-là, donc de prendre note des résultats du questionnaire, des résultats des discussions qu'il va y avoir ce soir, puis d'en faire un rapport synthèse qui va être rendu public à la fois aussi sur la plateforme On Jase. Donc ici, vous avez un exemple à l'écran là, de la plateforme où vous avez toute l'information sur la démarche. Vous avez accès au questionnaire en ligne. Il y a aussi chacun des rapports des experts qui est disponible pour lecture. Puis à la toute fin de la démarche, il va y avoir le rapport synthèse qui combine les résultats de la consultation. Les rapports d'expertise, dont je vais bientôt laisser la parole à nos experts qui sont avec nous ce soir, ils vont vous présenter les faits saillants de leurs études. Donc en premier, il va y avoir les faits saillants du rapport d'expertise d'archéologie. Ensuite, une combinaison des résultats du rapport d'expertise d'architecture et d'ingénierie, de génie, et finalement une présentation du rapport sur la valeur marchande et hypothétique du bâtiment. Dans ces rapports-là, les rapports que vous voyez en gras, donc celui d'architecture, de génie, puis celui de la valeur marchande, ils sont basés sur 2 scénarios. Les 2 scénarios qui ont été évalués, c'est une restauration pour un usage public de la maison, puis le scénario de la démolition puis de la restauration du site. Bien sûr, il y a beaucoup plus que 2 scénarios qui sont possibles, mais pour les fins de l'exercice, pour avoir une idée des coûts, c'est ces scénarios-là qui ont été évalués. Bien sûr, là, il y a une infinité de possibilités entre les 2, puis on pourra en discuter plus tard. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Violette d'Artefactuel pour présenter le rapport du potentiel archéologique. Merci. Oui, il est allumé. Ah, ouais. Alors, bonsoir. Pour le volet archéologique, notre mandat consistait à évaluer le potentiel de découverte théorique du terrain actuel de la maison Abraham-Dubois. Donc, d'abord, on a évalué le potentiel archéologique paléohistorique, c'est-à-dire les occupations autochtones avant la période euro-canadienne. Puis, les données ont démontré qu'il y avait un potentiel archéologique fort sur le terrain. Ça s'appuie entre autres sur la position favorable par rapport à la rivière des Mille-Îles, qui est une voie de circulation très fréquentée pendant toute la période préhistorique. Également, les recherches archéologiques antérieures qui ont été faites, notamment sur les îles là, à proximité, ont permis de découvrir des sites archéologiques préhistoriques, ici sur l'île Darling, à 3 km seulement de la maison Abraham-Dubois, et aussi sur la rive opposée, là, sur l'île de Laval. Donc, le potentiel est réellement fort sur le terrain d'un point de vue archéologique. Pour ce qui est du potentiel historique, donc les seigneurs de Boisbriand commencent à octroyer des terres le long de la rivière après 1718. C'est leur fille Suzanne qui fait construire le premier manoir en 1750. Et c'est François Charbonneau qui reçoit une terre de 20 arpents de profondeur en 1740. On ne sait pas si François Charbonneau occupe réellement sa propriété à cette période-là. Si on compare avec une carte environ de la même période, soit 1761, on peut voir que dans le secteur, là, les champs sont cultivés, il y a des établissements le long de la rivière et il y a des bâtiments qui apparaissent, mais ils se situent un petit peu à l'ouest du terrain actuel de la maison Abraham-Dubois. Par contre, on sait que son fils François, qui en hérite en 1770, lui, va réellement occuper le terrain. Donc, dans les actes notariés, on a trouvé qu'il y avait une maison, grange et autres bâtiments qui étaient construits sur le terrain. Ça se trouve dans un acte d'échange de terre de 1778. Puis en 1789, il est mentionné que la maison est en pièce sur pièce. Ça signifie que c'est une maison en bois. Si je compare avec une carte de la même époque, donc 1793, ici, on voit effectivement qu'il y a une maison qui est sur la terre agricole qui appartient à François Charbonneau, mais elle se situe plus près de la limite ouest
de la propriété, alors qu'aujourd'hui, la maison se situerait plus près de sa limite est. Donc, ces données-là démontrent qu'il y a effectivement une maison qui est construite avant la maison actuelle qu'on connaît, mais il s'agit d'une maison en bois. En 1816, il y a donc maison, une grange en bois sur le terrain, mais on apprend également qu'il y aurait eu un four à pain, une laiterie et un caveau. Généralement, ces bâtiments-là sont construits en pierre ou en briques, donc pourraient avoir laissé des vestiges en sous-sol. Puis l'acte de vente de 1837 est le premier de la série de transactions à mentionner l'existence d'une maison en pierre, laquelle pourrait donc avoir été construite, selon les documents consultés, entre 1817 et 1837 par un des occupants de cette période, donc Pierre Gravel ou Pierre Robineau. Ici, vous voyez une belle photographie de la maison Abraham-Dubois en 1947, alors qu'elle est occupée par son fils Elphège. Ça démontre bien son aspect d'origine, avant la construction de l'annexe, qui, elle, est construite à la fin des années 50. Ça permet d'apprécier aussi le secteur qui est très rural, très agricole, avec des bâtiments secondaires qui sont construits un petit peu plus loin, là, notamment en arrière-cour. Et sur les cartes à droite, vous pouvez voir l'étalement de la terre agricole initiale, qui était de 40 arpents de profondeur et qui allait donc au-delà, jusqu'au nord de l'autoroute 640 aujourd'hui. Les photos aériennes permettent quant à elles de voir que le secteur demeure rural au moins jusque dans les années 60. Si vous regardez la dernière photographie, on peut voir que c'est avec la construction des autoroutes et notamment du boulevard Grande Allée que la terre agricole va finalement être morcelée et disparaître avec la construction de ce qu'on connaît aujourd'hui, les quartiers résidentiels, commerciaux, qui vont se développer progressivement. Donc, notre recherche a démontré qu'il y a effectivement un potentiel archéologique fort sur le terrain, que ce soit à la période préhistorique ou historique. Donc, évidemment, un inventaire archéologique est recommandé sous forme de sondage qui permet de vérifier la présence de sols d'occupation anciens. On peut documenter la vie quotidienne, la vie rurale des occupants depuis le début de l'occupation. Et également peut-être de mettre au jour des vestiges qui pourraient parler de l'histoire du lieu. Et également, il y a plein de possibilités de mise en valeur archéologique qui peuvent être couplées à ça, que ce soit exposition temporaire ou permanente d'artefacts. L'intervention archéologique peut être faite devant public, comme ça a été fait à plusieurs endroits. Et il y a possibilité après de rappeler la mémoire du lieu et l'histoire du lieu par l'installation d'affiches ou d'installations permanentes. Il y a plein de possibilités que je vous invite à réfléchir, à discuter. Là, il y a des beaux projets qui peuvent être faits en parallèle avec l'archéologie. Merci. Merci beaucoup, Violette, pour cette présentation. Merci. Je vais laisser la parole ensuite pour le rapport d'expertise d'architecture et de génie par Colline et Mathieu. Merci. Je tiens à souligner comment c'est impressionnant le processus de consultation citoyenne à Boisbriand. J'étais vraiment étonnée de découvrir tout ça. C'est un vrai plaisir. Nous, on a fait une analyse du bâtiment existant et un peu des coûts qui peuvent être impliqués par une restauration, une reconstruction ou une démolition du bâtiment. Donc, je ne vais pas dire grand-chose sur l'historique parce que ma collègue ici a fait une très belle job. Ce que je voulais juste souligner, c'est que le bâtiment lui-même est cité en 2001 par le ministère de la Culture. Il y a un règlement municipal qui se fait en même temps pour protéger l'aspect patrimonial de l'extérieur du bâtiment ainsi que le site de l'ancienne ferme. Et les maisons de ville ont été construites par un règlement spécial en 2017. Ensuite, évidemment, la maison ne ressemble plus à cela parce qu'il y a eu des incendies importants. Donc, l'état actuel du bâtiment, comme on voit, est assez différent des photos historiques. On voit que les murs de pierre sont dans un état passablement
correctes. Mais les intérieurs du bâtiment, les structures de bois ont tous été très endommagés par le feu, surtout dans la maison originale. En plus de ça, il y a eu une protection temporaire qui a été posée, un toit temporaire qui a été construit. Mais depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de travaux. L'humidité est rentrée, le sous-sol est plein d'eau, donc il y a des moisissures sur tout le bois qu'on a vu dans le bâtiment. Je vais juste peut-être passer le micro. Ça, c'est le sous-sol du bâtiment. On voit que il y avait, le jour où on a fait notre deuxième inspection, il y avait peut-être 2 pieds d'eau glacée. Donc, c'est sûr que toute cette eau, l'humidité dans le bâtiment, ça mène à des moisissures sur le bois brûlé. En effet. Donc, au niveau de la charpente du bâtiment, oui, il y a eu du dommage dû au feu, mais c'est surtout l'humidité et l'eau qui a causé les problèmes qu'on a constatés. Donc, on voit beaucoup de traces de moisissure, des champignons qui poussent sur la charpente de bois. Il faut aussi considérer que lorsqu'on anticipe une reconstruction possible d'un bâtiment pour un usage public, on parle d'un bâtiment où il va y avoir une occupation plus dense. Donc, on a besoin d'un bâtiment qui est plus rigide, qui va être capable de supporter plus de charges d'occupation. Donc, lorsqu'on pense à la structure qui est endommagée par le feu et la moisissure, on n'a pas vraiment le choix de toute façon de reconstruire une bonne partie de la structure pour la nouvelle occupation. Ce qui nous mène aux propositions explorées. Comme ça a été mentionné au début, on a exploré 2 grandes options, soit la reconstruction du bâtiment pour des fins publiques, donc pas comme une maison unifamiliale, maintenant ça serait un bâtiment à utilisation publique parce que c'est une propriété de la ville. Et la deuxième option, c'est la démolition. Nous, on a fait une petite variante, c'est-à-dire le bâtiment original avait 2 étages, donc on a exploré la possibilité de reconstruire juste le rez-de-chaussée ou bien le rez-de-chaussée et le 2e étage. Et là, on va rentrer un peu plus dans le détail de ça. Donc, c'est ça, usage public. Et il y a aussi le fait que, comme le bâtiment est très endommagé, on a perdu plus de 50% de la valeur. Ça veut dire qu'il faut faire une mise aux normes, ce qui emmène d'autres considérations que juste reconstruire exactement qu'est-ce qui était là. Donc, c'est non seulement le changement d'usage vers quelque chose de public, sinon une mise aux normes au code et au règlement municipal d'aujourd'hui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, peut-être juste préciser aussi que dans bien des cas, il y a beaucoup de professionnels qui ne vont pas vouloir s'embarquer dans un projet où on fait seulement essayer de patcher et rabouter, comme on pourrait dire. Donc, on constate qu'il y a plus de 50% de la valeur du bâtiment. Mais les nouveaux concepts, au niveau de l'ingénierie surtout, vont vouloir respecter les nouvelles normes qui sont applicables aux nouveaux bâtiments. Avant de procéder à toute reconstruction, il y a quand même d'autres études qui doivent être faites. Donc, nous, on n'a pas fait une test d'amiante dans le bâtiment, par exemple. On n'a pas non plus fait des études poussées sur les moisissures qui sont présentes pour voir c'est quelle sorte de moisissure, ça va jusqu'où dans le bois. On présume que c'est partout parce qu'on l'a vu partout. Puis, dans d'autres projets, normalement, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est récupérable. Mais bon, il pourrait y avoir des tests. Il y avait aussi tout le système de chauffage au gaz dans le sous-sol, les entrées de gaz qu'il faudrait regarder, voir s'il n'y a pas eu des déversements dans le temps. Donc ça, c'est si on reconstruit ou pas, il faut faire ces tests-là. Après ça, si on reconstruit, il y a d'autres tests à faire, comme des modélisations énergétiques, parce que là, dans la mise aux normes, il y a des codes énergétiques auxquels on doit être assujetti. Des études de géotechnique et autres études qui touchent à la structure du bâtiment. Que tu voudrais peut-être... Il pourrait y avoir aussi la nécessité de faire une étude sismique. Donc, on parle d'un bâtiment avec une charpente en maçonnerie massive qui est plus fragile aux aléas des séismes. Donc, dans une construction moderne, normale, une nouvelle construction, on voudrait s'assurer que le bâtiment puisse résister aux efforts sismiques. Donc, ça va faire partie des travaux à faire lors de la planification du projet. Donc, si on procède aux 2 options de reconstruction, on a regardé des scénarios
pour vous faire une description globale où on utiliserait les espaces du rez-de-chaussée pour des usages publics à déterminer. Nous, on a fait un calcul basé sur une occupation un peu comme une bibliothèque. Donc, ce genre de densité. On s'est dit, c'est pas vraiment propice à un bar ou un espace de danse sociale. C'est trop petit, c'est trop découpé en petits espaces, mais peut-être des petits espaces pour des réunions ou du coworking, ou on ne sait pas. Mais on s'est dit, une densité qui nous semblait appropriée, c'était ça, à peu près comme une bibliothèque. On proposait de reconstruire les murs aux mêmes endroits qu'à l'origine, donc pas de remanier tout l'aménagement pour garder un peu l'esprit des espaces qui étaient là. C'est une reconstruction donc de tout, des planchers, de rez-de-chaussée, le toit et de tous les cloisons, mais aux mêmes endroits. Ça serait à voir s'il y a des petites sections qui peuvent être récupérées ou gardées pour des fins historiques, de voir c'était quoi les finis anciennes. Mais en gros, c'est une reconstruction totale. Il y a une couple de choses techniques aussi, comme changer un peu les pentes à l'arrière du bâtiment, ajouter une margelle, parce qu'on voyait qu'il y avait le potentiel que l'eau dans le sous-sol était rentrée par une fenêtre de sous-sol. Donc, il y a un travail de terrain à faire avec tout ça, et aussi pour rendre le rez-de-chaussée accessible universellement. Heureusement ou malheureusement, parce qu'on doit reconstruire tout le rez-de-chaussée, on est aussi capable d'ajuster le niveau du rez-de-chaussée un petit peu pour avoir un seul niveau. Donc, c'est un gain, en quelque sorte. Donc, ça, je viens de vous faire un peu le résumé. Le toit, vous voyez qu'il y a un toit sur le bâtiment, mais on ne peut pas garder ce toit parce que ça ne ressemble pas au toit historique. Donc, si on essaie de respecter le règlement municipal et le classement patrimonial, on doit reconstruire le toit pour lui redonner sa forme d'origine. Et pour aussi mettre, évidemment, un fini de toit qui a de l'allure. Là, c'est temporaire. C'était prévu comme étant temporaire, mais on doit dégager les murs de pierre sur les deux côtés, au moins, et reconstruire la forme originale de la toiture. Notre estimé pour tous ces travaux, de façon très préliminaire, parce qu'on n'a pas fait de plan, c'est autour de 2,5 millions. Donc, c'est pas un projet qui ne coûte pas cher. Ça, c'est basé un peu sur d'autres projets qu'on a vus, aussi sur un appel d'offres récent sur une maison d'envergure similaire à Trois-Rivières, qui est sorti encore plus cher que ça, mais avec d'autres types de travaux, un peu plus de travail sur les fondations, qu'on ne pense pas être nécessaire ici. Veux-tu ajouter quelque chose sur celui-là? Donc, ça, c'est pour la reconstruction avec le rez-de-chaussée seulement. Et je dépasse déjà mon temps, donc je vais essayer d'accélérer un peu, mais pas trop. Si on rajoute le deuxième étage à ça, donc on fait la même chose au rez-de-chaussée qu'on a regardé tantôt, toute la reconstruction de tout ça, mais on rajoute un deuxième étage utilisable par le public. Ce que ça fait, la chose principale, qui est un peu plus complexe, c'est qu'on a besoin d'ajouter une autre issue sur le bâtiment. Donc, ce qui vient aussi changer l'aspect extérieur du bâtiment pour un gain d'espace au deuxième étage et une utilisation du bâtiment plus à l'origine. Je veux dire, originalement, ils utilisaient le deuxième étage, c'était des chambres en haut. Mais il y a l'impact de rajouter un nouvel escalier. Donc, pour ça, pour les petits travaux additionnels et faire la finition du deuxième étage et rendre ça habitable, on est plus autour de juste en bas de 3 millions de dollars, selon nos calculs. Estimé, évidemment. Et ça, c'est aujourd'hui. Si c'est dans 3 ans que ça se fait, ça change encore. Vous avez peut-être vu le rapport qui a été fait il y a 5 ans. C'est sûr que les prix ont beaucoup changé depuis ce temps-là. Et aussi, l'analyse précédente, les dommages étaient moindres à cause de l'humidité qui s'était accumulée à travers ces 5 ans, mais ils n'avaient pas nécessairement considéré la mise aux normes complète du bâtiment non plus dans leurs calculs, peut-être à cause des pertes qui ont accéléré depuis ce temps-là. Démolition, là on parle de tout enlever. Raser le terrain, enlever les fondations, remblayer. C'est sûr qu'il reste des travaux à faire. Il faut se débarrasser de toute cette pierre, de toutes ces structures de bois. On est autour de 200 000 $. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ça. C'est ça qui est ça.
Non. Non. Et là, on passe au prochain. C'est sûr que, comme ça a été mentionné, il y a d'autres options entre les deux. On a étudié ces deux extrêmes, si on veut, la reconstruction et la démolition. Merci beaucoup, Jolie et Mathieu. Je vais maintenant laisser la parole à un autre Mathieu pour l'évaluation de la valeur marchande hypothétique. Bonjour, merci. Donc, moi, je parlais de la valeur marchande, qui est une autre étude qui a été réalisée par un évaluateur agréé, donc la firme Bourassa-Jourdouin. Moi, je travaille pour le Picbois, donc je vais juste parler de l'étude qui a été faite, mais je ne suis pas la personne qui a fait l'étude. C'est une étude qui a été faite, qui était basée sur les options qui ont été développées et qui viennent juste d'être exposées là, par Pivot et Alt. Donc, on est venu là, chiffrer l'évaluation de la valeur marchande de ces différentes options-là. Et sans se perdre dans la méthodologie, on a utilisé deux types de méthodes. Donc, la méthode du coût, donc c'est-à-dire évaluer le prix de la fabrication du bien et ce que les gens seraient prêts à payer pour ce bien-là, ainsi que la méthode de comparaison, c'est-à-dire de trouver des bâtiments comparables qui ont un peu la même superficie et qui se trouvent dans des contextes similaires pour évaluer la valeur. Donc, les résultats, c'est que la valeur, selon l'option A, qui est la réalisation d'une restauration du bâtiment avec seulement le rez-de-chaussée, on arrive avec une valeur marchande qui est nulle, c'est-à-dire que la valeur de l'immeuble restauré vaudrait 960 000 $, mais les coûts, comme on vient de le voir, sont autour de 2,5 millions. Donc, la valeur serait négative. Donc, l'évaluateur agréé a déterminé que la valeur pour ce scénario-là serait nulle. C'est un peu la même logique qu'on a là, avec l'option A1, qui est la restauration du rez-de-chaussée et de l'étage supérieur. On vient ici, encore une fois, là, avec une valeur négative. Donc, au niveau marchand, c'est une valeur qui est nulle aussi. Si on regarde plutôt du côté de l'option B, qui est la démolition du bâtiment, restauration du site, si on regarde la valeur du terrain qui serait de 540 000 $, si on vient défrayer les coûts pour cette démolition et la restauration du site de 200 000 $, on serait dans une valeur positive de 332 000 $. Donc, la conclusion finalement de l'étude de la valeur marchande, c'est que la valeur optimale d'un point de vue là, purement économique, ce serait d'aller vers une démolition complète du bâtiment historique. C'est sûr que c'est une valeur marchande qui est basée uniquement là, sur la valeur économique, qui ne tient pas en compte là, la valeur patrimoniale, paysagère, symbolique du bâtiment, qui peuvent aussi être comptées, mais qui ne sont pas chiffrables là, dans un cas comme ça. En ce qui a trait aux subventions et aux aides financières disponibles, c'est aussi des avenues qui peuvent être à explorer si on souhaite aller vers une restauration. Il y a des programmes et des aides qui peuvent, comme je disais, être explorées. Il y a aussi déjà une aide du ministère de la Culture et des Communications de 516 000 $ qui est confirmée déjà pour la ville de Boisbriand sur le projet de la maison Abraham-Dubois, peu importe là, ce qui sera fait avec ce projet-là.